Good evening, ladies, gentlemen, good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 26, 2024. Political stakeholders have voiced their sentiments during the second dialogue platform held in Yaoundé on the 755,000 new registrations in the electoral file. They have emphasized the need for better management of voter registration by ELECAM and reflected on a collective desire for increased electoral participation and engagement in Cameroon's democratic process. Also in this news edition, Matt Roots, the newly appointed British High Commissioner to Cameroon, has met today, November 26, 2024, with the Minister of Economy and Planning to discuss enhancing bilateral cooperation. Their conversation focused on forging win-win agreements that promise to strengthen ties between the two nations and foster mutual growth in various sectors. This stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen, welcome. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll kick starts right away, and it is in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assexoulet, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Au 31 août 2024, près de 755 000 nouvelles inscriptions brutes ont été enregistrées dans le fichier électoral par ELECAM. Un chiffre qui aurait pu être revu à la hausse si Election Cameroun avait notamment été en mesure de gérer l'engouement des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est en tout cas ce que pensent certains acteurs politiques et ils se sont exprimés ce jour à Yaoundé au cours de la deuxième édition de la plateforme de dialogue entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral. Des précisions avec vous, Inès Pangan. L'année électorale 2024 était marquée par un fort engouement des Camerounais dans le processus d'inscription. Malheureusement, des faits émanant d'élections Cameroun et ELECAM ont réussi à zapper cet enthousiasme. Entre autres, l'insuffisance des kits, le manque de personnel et d'équipement dans certaines de ces agences communales. Lorsqu'on voit les raisons de ce que beaucoup de Camerounais qui étaient inscrits en 2024 n'ont pas trouvé leur nom sur la liste parce que les empreintes n'étaient pas sorties, c'est la défaillance du kit. Il faudrait donc qu'on achète les kits non seulement performants mais adaptés au climat camerounais. Il faudrait également qu'on voit comment ELECAM doit acheter des groupes électrogènes pour mettre dans les antennes communales de manière à ce que les inscriptions dès janvier ne puissent pas s'interrompre du fait de la coupure intempestive d'électricité. Au 31 août 2024, sur près de 755 000 nouvelles inscriptions brutes enregistrées sur les listes électorales, seulement environ 300 000 étaient des femmes. Les femmes représentent au moins 51% de la population. Il serait important pour les avancées de notre démocratie, pour que cette démocratie soit véritablement inclusive, il serait important que les femmes soient capables de traduire ce poids démographique en poids électoral, en taux de participation aux élections. La deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral se tient ce 26 novembre 2024 à Yaoundé sur le thème « Le dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique ». Coopération, le nouveau haut-commissaire du Royaume-Uni au Cameroun, son Excellence Matt Roots, a été reçu en audience ce jour à Yaoundé par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Les deux personnalités au cours de leur échange ont notamment passé à revue la coopération qui existe entre leurs deux pays. Ceci dans la perspective de nouer davantage des accords de partenariat gagnant-gagnant. Compte rendu de cette audience avec vous, Olivier Bouzique. Bonjour, comment vous allez? C'est le premier tête-à-tête entre les deux personnalités depuis l'arrivée de Matt Roots comme haut-commissaire du Royaume-Uni il y a quelques semaines. Cette prise de contact a été l'occasion de passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays, laquelle coopération s'illustre
dans plusieurs secteurs d'activité. Ils sont dans le domaine de l'infrastructure, de l'agriculture et peut-être d'autres domaines également. J'étais honoré d'être reçu par Monsieur le ministre aujourd'hui. Ça fait moins de 2 mois que je suis au Cameroun. On a pu faire le point sur les projets qu'on a actuellement en cours. C'est une collaboration dont on est très content et on espère avancer et approfondir cette collaboration dans les années à venir. Matt Woods a reçu les remerciements et les félicitations du ministre Al-Amin Ousmane Mey pour sa nomination au Cameroun. Le diplomate britannique devra ainsi poursuivre le travail abattu par ses prédécesseurs afin de fructifier davantage ce partenariat bilatéral. Parmi les dossiers en cours, la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bilatéral en vue de répondre aux priorités commerciales et de favoriser une coopération économique moderne entre le Cameroun et le Royaume-Uni. And still in diplomacy, the U.S. Embassy has launched the Academy for Women Entrepreneur program in Yaoundé, supporting nearly 40 Cameroonian women as they enter the workforce. Let's hear more from the head of missions at the U.S. Embassy, John Robinson, as he sheds more light on this initiative. Sure. AWE is the Association of Women Entrepreneurs. It's a U.S. Department of State program. It's all about the empowerment of women entrepreneurs. In fact, since 2019, the AWE program has empowered more than 25,000 women in 100 countries, giving them skills, networks, access that they may not otherwise have had. It's about improving the socioeconomic conditions of people, and we believe that women are crucial to that effort. For Cameroon, it's very important. In fact, we're partnering with the government of Cameroon, as I mentioned, to improve socioeconomic conditions. Women play a very important role, not only in their communities, but in the country and in the economy as a whole. So empowering them, giving them the tools, the access, the skills that they need is crucial and central to economic development in Cameroon and worldwide, in fact. I would say that since I've been here, as I mentioned in the speech, I've noticed a dynamism that is very rare, very unique, and very inspiring in a lot of ways. And I think that's what's needed to be an entrepreneur. That's what's needed to succeed. And frankly, it's that dynamism that I think is going to help Cameroon grow economically. Toujours en économie, à trop presser, la vache n'aura bientôt plus de lait. Telle en tout cas la quintessence de l'interview accordée ce jour au quotidien privé Le Messager par le président du GECAM. Face aux nouvelles lois fiscales et parafiscales projetées dans la loi des finances 2025, Célestin Tawamba, au nom du patronat, demande notamment au Parlement de surseoir au vote de cette loi. Léla Ringanzu. Afin de permettre une meilleure concertation de toutes les parties prenantes, le groupement des entreprises du Cameroun demande au Parlement de surseoir au vote de la loi de finances 2025. En d'autres termes, les 3 concertations entre le GECAM et la Direction générale des impôts du temps de l'écriture de ce projet de loi n'auront pas servi à grand-chose, puisque l'idée d'une pause fiscale émise par le patronat n'aura pas été prise en compte. Dans un contexte de morosité fiscale, les chefs d'entreprise craignent l'augmentation du niveau de contribution fiscale des entreprises, soit par la création de nouvelles taxes ou l'accroissement du taux de taxes déjà appliqué, ceci en plus des 200 taxes qu'a apporté la loi de finances de l'année qui s'achève dans quelques semaines. À titre d'exemple, dit le GECAM, le projet de loi de finances 2025 instaure l'application des centimes additionnels communaux à des impôts qui jusqu'ici en étaient exemptés et la conséquence sera sentie dans la revalorisation des prix. C'est fort de tout ceci que le patronat, à travers son président, a saisi par courrier le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, pensant que de meilleures concertations permettront d'établir un texte plus équilibré. Sera-t-il seulement entendu quand on sait que les années précédentes, les inquiétudes du patronat n'ont pas été suffisamment fortes pour empêcher un passage en force?
Et dans les rues, les Camerounais ont beaucoup de mal avec la situation économique actuelle. Entre les taxes qui ont un impact sur le prix des produits de grande consommation et les salaires qui restent bas, ils disent ne plus savoir à quel sens se vouer. Écoutez justement ces réactions de quelques habitants de la ville de Douala recueillies ce jour par nos reporters Léla Nganzeu et Landry Yossa. Je pense que l'économie camerounaise est en très mauvaise santé. Et cela se vit à travers le panier de la ménagère, où aujourd'hui les Camerounais mangent difficilement à leur faim. Les prix ont pris des galons inacceptables sur le marché. Et or, les revenus des Camerounais n'ont pas augmenté. Donc, on a envie de croire que l'économie va mal. Et de jour en jour, on multiplie les prêts, les dettes qui s'amoncellent. Donc l'économie va véritablement mal. Il n'y a pas de grandes structures qui ont été créées en termes d'industrie, d'entreprises, qui puissent créer de la valeur ajoutée et également accueillir les jeunes Camerounais en tant qu'employés. Je pense qu'il n'y a rien, pour moi, rien ne se dessine. Je ne vois rien à l'horizon qui serait différent de ce qu'on vit déjà en 2024. Mais on sait que la volonté politique, si jamais ceux qui gèrent ce pays veulent rentrer dans l'histoire, peut-être quelque chose pourrait se faire, mais pour le moment, vraiment, les signaux, il n'y a pas de signaux qui nous indiquent que 2025 sera meilleur que 2024. Vraiment, tout Camerounais qui est honnête, il faut savoir que le Cameroun est dans une situation très désastreuse en situation économique. Pour l'instant, le Cameroun ne se porte pas bien économiquement. Ça, pour un Camerounais moins comme nous, vraiment, que même le SMIC, on ne trouve pas, c'est très difficile, on ne s'en sort pas. Il est bien vrai que ça augure encore de mauvais jours, parce que la nouvelle loi de finances qu'on nous fait comprendre que tout citoyen camerounais doit déclarer ses impôts. Un Camerounais qui ne travaille pas va déclarer ses impôts sur quelle base? C'est ça d'abord la question. Tout Camerounais qui va déclarer ses impôts. Il est bien vrai, il y a des opérateurs économiques, il y a des commerçants. Ceux-là au moins peuvent déclarer les impôts. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, comment est-ce qu'ils vont faire pour déclarer les impôts? Ceux qui n'ont même pas un revenu, ceux qui n'arrivent pas à manger. C'est ça d'abord le problème. Le pouvoir d'achat au Cameroun est tellement bas que ce n'est pas à l'heure de ces nouvelles lois de finances qu'il faut demander aux Camerounais, surtout le Camerounais lambda, de déclarer ses impôts. Ça ne donne pas, ça ne donne vraiment pas. Ça ne donne vraiment pas. Il faut qu'on trouve une façon de changer beaucoup de choses. Ça ne donne pas. On demande beaucoup de choses, mais les salaires, on ne demande pas les salaires. On vit comment? Vraiment, la situation financière au Cameroun est déjà à la base très critique. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que de nos jours, on retrouve la plupart des gens, la plupart des jeunes au chômage, qui ne parviennent pas à travailler, tout simplement parce que dans certains lieux, on ne parvient pas à les employer, crise d'économie. Donc, d'après moi, je trouve que la situation au Cameroun est très très critique. Bon, je trouve la situation économique du Cameroun très mauvaise. Raison pour laquelle les jeunes s'expatrient beaucoup en ce moment parce que tout le monde aspire à un bien-être et au Cameroun on ressent plus ce bien-être. Il faut beaucoup vraiment, jongler au fait. Il faut avoir toujours une activité secondaire ou un plan B pour pouvoir joindre les deux bouts. We now delve into our health page, and with this brief, today, November 26, 2024, the dedicated staff of Lakentini Hospital in Douala have gathered to celebrate and honor their esteemed director, Dr. Noel Somba, on his recent appointment by the President of the Republic as the director of the General Hospital in Yaoundé. Under Dr. Isomba's leadership, Lakentini has seen remarkable advancements in healthcare delivery, emphasizing quality and innovation. His commitment to improving patients' care and fostering a collaborative environment has left an indelible mark on both staff and patients alike. As they look forward to his new role, the staff expressed their heartfelt congratulations and gratitude for his impactful service.
And still in health, we continue this newscast with you, Makeda Lidi Newton, and we talk about the General Hospital, the hôpital militaire. Tout à fait. Activité civilo-militaire, on en parle encore ce soir. Au cours de la campagne de soins qui se déroule en ce moment à l'hôpital militaire des régions numéro 2 ici à Douala, notre équipe de reportage a pu assister à une opération chirurgicale. Pour la facture, le patient ne va payer que 50% à la caisse. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré les responsables de l'hôpital militaire hier au lancement de cette campagne qui va durer une semaine. Orient donc. Au cœur de ce bal de professionnels de santé, un patient à la jambe fracturée. Fracture de jambe avec une compression de muscle d'un syndrome de Loge. Il fallait d'abord isoler le syndrome de Loge et puis maintenant réaligner les os. Et ensuite on va défixer sur la jambe. Une fracture ouverte avec un syndrome de compression des muscles d'un syndrome de Loge musculaire. Et comme le patient était aussi agité du fait de la douleur et du sepsis, de l'infection qui commençait, on a choisi de lui faire une anesthésie générale. Donc là, c'est l'équipe d'anesthésie avec l'appareil et l'équipe chirurgicale. On le sait, les accidents ont un caractère imprévisible. Les soins de cet incident tombent à pic. Ils seront supportés à 50% par le malade. Une campagne de soins a démarré ce 25 novembre à l'hôpital militaire de région numéro 2. Tous les médecins spécialistes de l'hôpital militaire sont concernés par cette campagne. Que ce soit le cardiologue, le rhumatologue, la gynécologue, le traumatologue, le dermatologue, le rhumatologue, l'endocrinologue, tout le monde est concerné par cette campagne. Tous les spécialistes qui travaillent à l'hôpital militaire sont concernés par cette campagne. Et j'ajouterai quelque chose en disant que pour ceux qui ont des problèmes chirurgicaux, surtout en ophtalmologie, ils pourront bénéficier gracieusement d'un type de chirurgie. Les consultations sont entièrement gratuites. Maintenant, nous avons du début du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, tous les examens complémentaires qui seront demandés par les médecins généralistes ou spécialistes pendant cette semaine de campagne seront 50% donnés. Voilà. Donc voilà ce qui est gratuit et voilà ce qui est réduit. Rendu à sa 4e édition, ces opérations rentrent dans les activités civilo-militaires avec pour objectif briser la glace virtuelle qui existe entre l'armée et les populations. Celles-ci sont attendues au cours de cette semaine pour des consultations gratuites, des soins et autres examens médicaux. Toujours en santé, intéressons-nous cette fois à la protection sociale du médecin. La problématique sera au cœur de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des médecins du Cameroun, la toute première depuis l'élection du nouveau bureau. Et les médecins sont donc massivement attendus le 29 novembre prochain à la Maison du médecin à Yaoundé. Sur les contours de cette Assemblée générale ordinaire, je vous propose d'écouter le docteur Jules Djebet. Il est cardiologue et président de l'Assemblée générale de cet ordre. Il s'exprime au micro d'Oyan Donkeng et de Landry Yossa. C'est effectivement la première Assemblée générale qui se tienne depuis que nous avons été élus le 9 décembre dernier. Je préciserai tout de même qu'il y a une Assemblée générale qui devait théoriquement se tenir au mois d'avril, mais qui n'a pas eu lieu pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Dans la protection sociale du médecin, il faut dire que l'équipe dirigeante actuelle de l'Ordre national des médecins a pour souci de veiller à la sécurité au niveau du travail, la sécurité financière, la sécurité même au niveau de la maladie des praticiens, donc des médecins. Le thème a été choisi par mes collègues du bureau du Conseil de l'Ordre national des médecins parce qu'ils ont estimé nécessaire et je suis tout à fait d'accord avec eux qu'il faille expliquer notamment à nos jeunes confrères les bienfaits
de se prémunir d'assurances, de différents types d'assurances. Donc, on fait venir des experts qui vont expliciter de long en large comment est-ce que, lorsqu'on est en activité, on peut souscrire à différents types d'épargne, épargne pension, épargne retraite, épargne pour sa santé, pour garantir les vieux jours, si je puis dire, ou alors pour parer à toute éventualité qui pourrait survenir dans le parcours du médecin. Vous savez, vous pouvez avoir un accident de circulation, un accident qui n'a rien à voir et qui vous cloue au lit, et il faut que vous ayez pensé à souscrire à certains types d'assurance, une assurance invalidité, et qui vous couvre pour que vous ne tombiez pas dans la déchéance. Nous sommes en train de communiquer, nous avons communiqué, j'ai sorti cette convocation il y a un mois environ, et donc dans tous les réseaux sociaux des médecins, nous avons communiqué. Il n'y a pas de prise en charge particulière pour ceux qui vivent hors de la ville, mais je crois que nous allons nous atteler à mettre en place un système de retransmission en mode Zoom ou en tout autre mode de communication à distance pour permettre à nos confrères des zones enclavées, des zones reculées, de suivre les travaux qui ne vont pas se limiter seulement au thème central, il faut le dire. Mais j'appelle ici tous les médecins. Vous savez que tous les médecins font partie de l'Assemblée générale. Tous les médecins, ceux qui sont en ordre, ceux qui ne sont pas en ordre, je les incite, je les appelle à venir en masse à Yaoundé, à la maison du médecin, le 29 novembre prochain, pour assister aux travaux. Des travaux qui vont concerner essentiellement leur devenir, leur profession. Cette profession noble que nos parents nous ont léguée, nos pères nous ont léguée, nous devons continuer à la maintenir dans le cercle des corps d'élite de notre pays. Le rendez-vous est donc pris pour le 29 novembre prochain à Yaoundé. À présent, le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique. Au Mali, la télévision privée d'information Joliba TV News a cessé d'émettre ce mardi matin après la décision des autorités de lui retirer sa licence. Des négociations sont en cours entre la chaîne et les autorités pour une reprise de la diffusion. La RDC et le Rwanda approuvent un document clé pour la poursuite du processus de paix dans l'est de la RDC, selon la diplomatie angolaise, pays médiateur dans ce conflit. Des camions du Programme alimentaire mondial de l'ONU ont livré pour la première fois depuis des mois de la nourriture dans un camp de déplacés dans le nord du Darfour au Soudan. La famine avait été confirmée dans cette zone plus tôt cette année. En Égypte, 4 corps ont été récupérés d'un bateau de tourisme qui a chaviré au large de la côte égyptienne de la mer Rouge. Les équipes de secours sont toujours à la recherche de 8 personnes disparues. And still on our international page, among the lasting effects of Russia's war in Ukraine is the mental health toll that the conflict has taken on the country's children. Let's get more details with our VOA partners. The room where Lev and Thea are playing trampoline on the sofa, hit by a Russian projectile at the beginning of the full-scale invasion in February 2022. Fortunately, the family managed to leave before the attack. We went to the nearby village Moshchin. It was the first day of the war, and the local airport was nearby. We heard explosions both day and night. It was so loud. The family managed to get to the relative safety of western Ukraine. Then Larissa and the children fled to Poland. She says each of the children reacted differently to the stress of the moment. My youngest daughter was 2 years old, and she was not very aware of what was happening. My middle son was very afraid.
He was 6 at the time, and he could not even sleep, and the eldest closed in on himself. The middle son, Lev, did not sleep well and developed anxiety. It was not only the fear of loud noises. He became afraid of the sight of blood. With every scratch, he asked me if everything would be all right with him. Anxiety is the most common complaint at the Voices of Children Charitable Foundation, which provides psychological support to children suffering from the war. OCD symptoms may appear, doing some kind of rituals that seem to ensure that everything will be okay. The child may bite his lips or pick his nails, washing hands so often that the skin is damaged. The foundation staff say it is often difficult for children to socialize, so they have special arts classes like this one, where children create stories. Many are internally displaced children who recently moved to Kyiv and studied online before. At the first meeting, one girl from Kharkiv couldn't come to the class and mostly stayed in the corridor. It took her about 2 hours to join us. 44% of Ukraine's children show signs of post-traumatic stress disorder, according to a UNICEF-sponsored study. More children with PTSD symptoms are from the regions where hostilities occurred or that were under occupation. Among symptoms are intrusive thoughts and avoidance behavior, where a child says, "I won't go to school. I remember that there were troops stationed there." Larissa decided to visit a psychologist when she realized that her son Lev was becoming completely different from his former self. But she says it turned out she needed help as well. I transferred all my worries to the children, and mostly it affected my middle son. A psychologist said Lev has so many fears and has stopped trusting even me. Working with a specialist helped both Lev and Larissa. But Yana says the family realized they all needed to return home. Their city was unoccupied, their apartment restored. There is no right solution, but we decided that the family must be together, so we came back because of our dad. The children needed him. Larissa says she realizes a moment of crisis can return at any time, but she now has an action plan to help her children deal with stress, or what help to turn to if she cannot cope on her own. Lesia Bakalets, VOA News, Kyiv. And that report puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for being with us. We appreciate your time. Do have a blessed evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Au revoir, Christelle Asseg. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.